devais avoir Booba dans Business en bagnole à un moment. Ok. Parce que j'avais fait une vidéo crypto, je parlais de lui. Et il m'avait reposté, il m'avait republié. Et j'en avais profité pour lui envoyer un message. Je lui ai dit, vas-y, on fait un business en bagnole et tout. Il me dit, ouais, vas-y, pas de problème. Il m'a filé son WhatsApp. Non, pourquoi l'IMO? C'est que c'est le plus simple en fait. Et c'est quand tu veux, enfin, le plus simple, entre guillemets, c'est pas simple, mais c'est le plus accessible. Quand t'es salarié, comme moi à l'époque, t'es fonctionnaire, machin, tu vas faire quoi? Je veux pas faire de généralité, hein, mais la plupart des agents IMO connaissent pas leurs produits, connaissent pas leurs dossiers, et ça te rend pas fou quand tu fais une visite et que l'agent IMO il découvre en même temps que toi le bien. Alors, on accueille aujourd'hui Salut. Yann, comment ça va? Ça va très bien. Yann Darwin, que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez un peu à l'IMO et à l'investissement, qui est l'animateur du podcast Business en bagnole. Très professionnel. Podcast extrêmement professionnel. Voilà, c'est son plus gros achievement. Ouais. Alors, donc, Yann, qui a évidemment beaucoup investi, qui a fondé plusieurs boîtes, qui est là depuis toujours sur l'investissement Ouais, ça commence à faire un moment. et sur la création de contenu en général, plus de 700 000 personnes sur YouTube. Ouais. Et voilà, moi je me suis formé avec tes vidéos et du coup ça fait hyper plaisir de t'avoir à la maison aujourd'hui, C'est cool. de pouvoir parler de ton parcours, de tes meilleurs et tes pires invests, des gens qui t'inspirent, de toutes ces choses-là. Ok. Et pour démarrer quand même, on va partir du principe qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, Yann Darwin, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin, qui parle de finance et d'investissement, mais pas chiant, c'est un peu le slogan. C'est-à-dire que j'essaie de parler de finance et d'investissement avec pas le côté guindé que peuvent avoir parfois les CGP ou les professionnels de ce milieu. Donc voilà. Et je parle principalement de l'immobilier, c'est par là que j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis lancé, mais plus maintenant. Maintenant, j'ai élargi à tout ce qui est investissement, c'est-à-dire bourse, finance, trading, crypto, etc., parce que c'est des choses que je fais moi-même et qu'on fait avec Green Bull Group. Donc, autant les partager. Voilà. Trop bien. Et on va essayer de se faire un petit moment boule de cristal un moment sur 2024, 2025. Des fois ça marche, des fois non. Hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est ça. Mais on sait jamais, peut-être que dans cet épisode, il y aura des petites pépites. Ok. Et on va pouvoir... j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours, tes débuts en tant que pompier et qu'on ait un petit peu ton histoire. Comme tu le dis, j'étais pompier professionnel, donc salarié, comment on dit, fonctionnaire, je sais même plus comment on dit, tu vois. Fonctionnaire, donc qui dit fonctionnaire dit salaire fixe et sécurité de l'emploi, en tout cas c'est comme ça que le voient les banques. Donc j'ai très facilement pu emprunter, ce qui m'a permis de me lancer dans l'immobilier tout simplement. Ok. Voilà. Et donc à côté de mon boulot, je faisais des travaux, je faisais de la rénovation, je prenais pas trop de vacances et je faisais des chantiers, etc. Et je me suis mis à faire du marchand de biens, avec un associé qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et très vite, je me suis rendu compte que je préférais le marchand de biens, parce que pas de gestion locative, moins de galères, même s'il y a toujours des galères. Et donc, j'ai enchaîné les achats-reventes. Et puis, jusqu'au jour où j'ai finalement quitté mon boulot, où les gens imaginent, tu sais, la vie, ça y est, je travaille plus, je suis rentier, pas du tout. J'ai juste fait de l'immobilier l'activité professionnelle. Je suis passé par plein de folies et de déboires. J'ai eu une agence immobilière à un moment, etc. Et voilà. Ensuite, Green Bull Group, fondation et finalement création du groupe, qui fait plein d'activités, dont de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'habite à Dubaï, puisque j'ai quitté ce beau pays qu'est la France, parce que je pense que c'est compliqué. Et donc, pour ma santé mentale, je suis parti ailleurs. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il est arrivé, Yann, il a dit le soleil se lève à un moment parce que il fait nuit à Paris. Il est 9h du matin, il fait nuit encore, je crois. Et je lui ai promis que ça allait se lever un moment. Non, j'espère. On a eu un rendez-vous manqué, Yann, il y a 2 ans. Je sais pas si tu sais, pendant le Covid, on devait se faire un épisode. Ah, ok. Et j'ai merdé, je suis arrivé en retard. Et du coup, on n'a pas pu enregistrer. Je pense que... Et du coup, je suis déjà hyper content de pouvoir le faire. On doit le faire à distance ou on doit le faire à distance, ouais. Ah, ok. On doit le faire à distance et j'ai eu une énorme galère au bureau. Ça me dit quelque chose. Il y a en fait, j'ai appris en live, genre quelques minutes avant, que j'avais le Covid. Ok. Et j'ai enregistré avec une équipe et tout. Et je me suis dit, ok, faut que j'annule. Et voilà. Bon, bref, du coup, c'est assez marrant de pouvoir refaire ça enfin. En vrai, c'est plus sympa. Ok, cool. Il y a, avant de devenir un expert en IMO, il a fallu quand même un moment que tu aies un déclic. Alors bon, il y avait cette volonté d'indépendance, etc.
Est-ce que tu t'as identifié quand même ce déclic, ce truc qui t'a dit ça sera de l'immobilier et pas autre chose? Non, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu être riche. Tu sais, c'est le mythe un peu quand t'es gamin où je disais à tout le monde, ouais, moi je veux faire de l'argent, etc. Donc je pense pas qu'il y ait eu de déclic, je pense que ça s'est fait petit à petit. Et le plus simple, pourquoi l'IMO, c'est que c'est le plus simple en fait. Et c'est quand tu veux, enfin le plus simple entre guillemets, c'est pas simple, mais c'est le plus accessible. Quand t'es salarié, comme moi à l'époque, t'es fonctionnaire, machin, tu vas faire quoi? T'as pas énormément de capital à investir non plus. Donc tu vas pas partir sur des trucs de fou à faire des portefeuilles multimillions d'euros en bourse. Donc l'immobilier c'est le plus simple, c'est le plus scalable, c'est le plus là où tu peux mettre le plus de levier, là où tu peux faire des choses. Il y a tellement de sous-métiers dans l'immobilier que tu peux t'intéresser à plein de trucs. Il y a un côté rénovation, etc. moi que j'aimais bien. Moi je suis pas mal manuel, donc j'aimais bien faire mes travaux, je suis bon pour ça, même si c'est pas trop ce qu'il faut faire, mais en tout cas au début c'est bien. On parle de travaux d'ailleurs, on en profite. Il y aura peut-être un peu de bruit sur cet épisode. Il y a une coupure d'électricité dans toute la rue et ils se sont mis à taper devant ma porte. Donc je suis allé voir le responsable de chantier, je lui ai expliqué qu'il y avait TF1 à la maison et on va voir si ça va le toucher. J'entends du coin de l'oreille des coups de marteau, mais ça va, c'est loin. Ça va. Ok, il y a souvent un peu un kiff pour les travaux, c'est quand même assez commun, à pas mal de savoir un peu ce qui se passe derrière le mur. Pour le coup, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'immobilier, c'est un peu la version facile de l'entrepreneuriat. J'en parle souvent sous ces termes. Et quand j'ai des gens sur le podcast qui font pas d'immobilier, ça m'arrive. J'ai eu par exemple un gars qui fait des studios d'enregistrement de podcasts qui n'avait pas du tout investi en perso. Il me dit, en fait, vous dites que l'immo c'est facile, mais c'est parce que vous connaissez, c'est très compliqué. Mercredi, j'étais avec Oussama Hamar, on a enregistré un épisode. Il me dit, moi, l'immo, je trouve ça hyper dur. Du coup, il y a un peu cette ambivalence, tu vois. Mais en fait, c'est dur comme tout, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas dur aujourd'hui? C'est-à-dire que si tu connais pas les règles du jeu, oui, c'est dur. Mais tu vois, juste avant qu'on commence le podcast, tu me disais, bah moi, j'avais racheté les caves en dessous et puis je les ai achetées pas cher. Aujourd'hui, elles valent plus cher parce que je les ai incluses dans l'appartement. Bah, c'est compliqué, parce qu'il y a des démarches, mais c'est pas si compliqué sur le papier, tu vois. De se dire, ok, bah, j'ajoute une cave et je la mets dans l'appartement. Bah, je veux dire, t'as pas envoyé de fusée sur la Lune. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre à savoir faire les bonnes démarches et pour le faire légalement. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, quoi. Je pense pas que ça soit méga compliqué. C'est peut-être un métier où il y a plus de bon sens, en fait. Il y a beaucoup de bon sens et il y a beaucoup de galères administratives à la con. Et vu que les gens sont un peu allergiques à ça, c'est peut-être ça aussi qui... Ouais, clairement. Ouais. J'ai eu ce truc où mon père, il est artisan dans le bâtiment. Ouais. Et pour le coup, il a aucune éducation financière, aucune connaissance sur ces points-là. Par contre, c'est un génie dans ce qu'il fait sur les chantiers. Quand je vais dans un café... en bas de la maison où j'ai grandi, tu vois, et que je parle de mon père, et ils le mettent sur un piédestal, tu vois, direct. Mais il a une petite boîte, il a jamais voulu embaucher, il déteste le management, etc. Et ça a été vraiment d'essayer de fusionner ce truc. Ok, moi j'ai eu la chance d'être le premier à faire une grande école dans ma famille, et hop, on fusionne les deux et on se dit que on arrête de faire de l'investissement nu comme mes parents ils ont pu faire, etc. On optimise un peu, on cherche des strates un peu plus c'est pour ça que t'as des travaux facilement maintenant. Et bah là, ouais, franchement, il y a des travaux entiers qu'on a fait avec mon père pour 18 000 €, je crois. Ouais, là, je comprends. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir une copine qui est très bonne en déco aussi, donc ça aide. Toujours je vois l'œil féminin, je le reconnais. Ouais, il y a un petit mur rose. Petite touffe de je ne sais quelle plante séchée. Ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Je pensais être bon, tu vois, sur la déco, quand j'ai fait mes premiers apparts. Ouais. En fait, j'ai réalisé que c'était tout pourri. Mais en vrai, je pense que c'est pas du tout sexiste, mais je pense que les filles sont vraiment meilleures. Elles ont un œil beaucoup plus artistique que nous. Ouais, il y a de ça. Toutes tes équipes, t'as une forme de... T'as de la mixité. Est-ce que c'est où t'as quand même beaucoup plus de mecs, parce que tu parles plus d'argent? Eh ben non, on a plus de filles. Plus de filles, ouais. Ok. On a plus de filles parce que je pense qu'on a beaucoup de fonctions marketing et au marketing, il y a souvent des filles. On a un peu de sales où là, ça va être 50-50. Tout ce qui va être plan 3D, déco, design, c'est souvent des filles. Ok. Ouais, on a pas mal de filles. Et on a plein de fonctions, genre RH, etc., où il y a des filles, administratif, il y a des filles. Non, je pense qu'à vue de nez, je dirais qu'on est 70% de femmes. Ok. Peut-être 60-70, ouais. Ok, bien joué. On n'a pas fait exprès. Ouais. Du coup, ouais, on peut peut-être parler de ton groupe un petit peu. Il y a combien d'employés? Quelles sont les activités? On est une 60aine aujourd'hui. Ok. Les activités, alors, bon, on a plus de 10 marques aujourd'hui.
Donc, je vais pas tout détailler, parce que sinon c'est insupportable. Mais en gros, les grandes verticales, c'est immobilier. Donc, dans l'immobilier, on a la partie formation, bien sûr, que les gens connaissent peut-être. Mais on a également la partie investissement, que ce soit en direct ou en structuration d'investissement. J'entends par structuration, la structuration, comme les gens l'entendent, plus levée de fonds. On a la branche, on va dire, finance, où on va mettre tout ce qui est, pareil, partie formation, bourse, crypto, mais également des logiciels. C'est-à-dire qu'on développe des logiciels, des solutions pour aider les gens à investir, pour gérer leur allocation, etc. Donc un peu SaaS, sur le côté SaaS. On a la partie, qu'est-ce que je disais, tac, on a la partie private equity, où là, vraiment, on structure des deals. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait de l'ingénierie financière, fiscale, plus trouver le deal, plus lever de fonds. Et on investit nous-mêmes dans des deals. On permet, sur les deals dans lesquels on investit, à une partie de notre communauté d'investir avec nous. Donc, lever de fonds, private equity. Et aujourd'hui, donc on était vraiment sur tout ce qui est investissement, tu vois, IMO, marché financier et private equity. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé Venture. Venture, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on prend des participations dans des boîtes. Pas early stage comme un business angel, mais en grosse. Donc des boîtes qui marchent déjà, et le but c'est de les accélérer, de les intégrer au groupe et de les aider à scaler. Donc vous rentrez au capital de ces boîtes. On rentre au capital de ces boîtes et on les aide minoritaire, majoritaire, qu'importe. Alors le but c'est majoritaire. D'accord. Mais on est prêt à être minoritaire si les projets sont très cool. Les projets où on est le plus minoritaire, on est aux alentours de 20%. On prend pas des participations à 3-5%, tu vois. Et le but, c'est de prendre ces boîtes, de les intégrer, des boîtes qui ont des synergies, bien sûr, avec nous, et de les aider à scaler. Mais par contre, on a arrêté de se limiter, parce qu'on réfléchit le groupe comme un Virgin Group, un LVMH, tu vois, une boîte qui a tellement d'activités qu'elle est trop grosse et des activités en synergie, etc. Donc, on a arrêté de se limiter. Donc, maintenant, on fait de la food. Maintenant, on vient de... je peux le dire maintenant. En plus, ton podcast va pas sortir aujourd'hui, donc je peux d'autant plus le dire. Tu sais pas, ça se trouve, je suis hyper rapide. Peut-être, mais même s'il sort demain, c'est bon. On vient de rentrer au capital et d'intégrer finalement Bonaparte, que tu dois pas connaître. Non, c'est normal. Et les gens doivent pas trop connaître, mais c'est un réseau de mandataires immobiliers. Et c'est le premier réseau de mandataires immobiliers axé sur le luxe. D'accord. Et aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas parce que c'est tout petit. Et le but, là, ça va être de le scaler, etc. Et d'accélérer sur le côté mandataire, faire rentrer du monde, système. Peut-être un mix avec un système de franchise, etc. Et tu as dit que c'est le premier axé sur le luxe, parce qu'il y a quand même des réseaux à la Engel & Walker. Ouais, c'est pas des réseaux, c'est des agences. Ouais. Là, je te parle... En fait, c'est un mix entre les réseaux qu'on connaît de mandataires vraiment Orpi, etc. Ouais. Et ces agences luxe. D'accord, ok. Donc, c'est le premier à faire ça. Et ils sont vraiment ciblés luxe ou middle market. Voilà. Ok. Et le but va être de faire un truc intelligent. Ouais, Parce que j'ai trop critiqué les agents IMO. Et tous les gens qui nous écoutent savent le travail des agents IMO qui est principalement mauvais. Et donc, le but, là, c'est d'aller... Tu sais, t'as deux grands modèles quand tu fais un réseau comme ça. T'as le modèle chair à canon, genre La Fourmi, Orpi, etc., où ils ont je ne sais pas combien de dizaines de milliers de conseillers. Il y en a 5 ou 10% qui font des ventes. Il y en a la moitié, la veille, ils vendaient des bagnoles ou des crayons, tu vois. Et tant pis, c'est pas grave. Et en plus, ça se valorise, en plus, ça marche. Ou alors, tu as le modèle complètement inverse, et c'est celui de Bonaparte, qui dit on a un faible nombre de conseillers. Nous, au business plan, en 2028, on est à 600 conseillers. Donc, tu vois, c'est faible. Mais par contre, que des tueurs. Donc, des gens qui sont bien payés, 80% de la com, qui sont des tueurs, qui font du chiffre d'affaires, qui sont sur le luxe. Voilà. Ok. C'est intéressant. C'est quoi un bon... Alors déjà, premièrement, pourquoi... qu'est-ce qu'ils font mal, les agents IMO, aujourd'hui ? Et après, en deuxième question... tu fais des visites. Ramène les clés, déjà. En fait, ce qu'ils font bien, c'est ouvrir les portes. Ouais. Et c'est tout, quoi. Non, mais je veux pas faire de généralité, hein, mais la plupart des agents IMO connaissent pas leurs produits, connaissent pas leurs dossiers, et ça te rend pas fou quand tu fais une visite et que l'agent IMO il découvre en même temps que toi le bien. Ça me rend ouf. Moi, tu dois en avoir plein, mais une fois je rentre, donc je visite avec la dame, etc. On termine la visite, je lui demande les surfaces des pièces par message, et elle me dit, et elle m'envoie, et elle me met la cuisine 45 mètres carrés. Moi, j'hésitais en fait, je voulais transformer la cuisine en une chambre, et je savais que la cuisine, je savais pas si elle faisait 9 ou 12, quoi, tu vois. Et il fallait juste qu'elle fasse une dizaine de mètres. Et je dis non, elle fait pas 45 mètres carrés, je parle vraiment de la cuisine. Elle me dit si, elle fait 45 mètres carrés. Je lui dis, mais on l'a visité ensemble, cette cuisine. Et elle me dit, ah bah moi je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit, mais même avec notre visite, je pense qu'elle fait 45 mètres carrés. Elle avait même pas conscience de ce qu'était un mètre carré.
Et quand Là, c'était vraiment la championne du monde. c'était la championne du monde. Quand il fallait chercher la maison, elle voulait pas me donner. Je lui demandais des infos pour avoir la localisation exacte. Elle voulait pas me la donner, évidemment. Ouais. Et je lui dis, mais si, je sais laquelle c'est, parce que je connaissais bien le secteur. C'est celle avec les 2 chiens assis dessus. Et sans me faire de blague, elle m'a dit, parce qu'il y a des chiens assis sur la maison sur Google Maps. Ouais, je sais, mais tu vois, ça, typiquement, ça devait être une personne qui... Je donnerai pas le réseau. Ouais. Mais oui, on en a plein d'histoires comme ça où l'agent qui découvre en même temps que toi, qui n'a pas préparé juste d'allumer les lumières, d'ouvrir, de machin, parce qu'il arrive en retard, ou qui connaît rien sur le bien. À la rigueur, qui connaissent... en général, ils connaissent les surfaces. C'est quand même le minimum, parce qu'ils regardent le DPE, ou ils ont un bout de plan, tu vois. Mais ils connaissent rien d'autre, quoi. Et donc ça, c'est chiant, parce que, en fait, qu'ils te disent, et j'entends, moi, j'ai pas de connaissances en fiscalité. Si tu me dis, est-ce que je peux faire une demande, ou est-ce que là, c'est un permis de construire une déclaration de travaux, etc., et que tu me dis, j'ai pas la connaissance. Je te dis, bon, à la rigueur, éventuellement. Et encore, un bon agent IMO, il a cette connaissance parce qu'il accompagne mieux ses clients. Mais bref, je te dis, à la rigueur, j'accepte. Mais par contre, à ce moment-là, il faut que tu connaisses vraiment bien, correctement ton bien, quoi. De A à Z, propre, que tu aies les plans. Si tu n'as pas les plans, que tu les demandes. Si tu les as pas non plus, bah, au moins le schéma du DPE, toutes ces petites conneries, tu vois, qui nous aident, nous. Et ça, ils l'ont pas. J'ai fait un super épisode avec Martin de Mister IA, Martin Pavanello. Et il va sortir, je pense, juste avant, juste après. Donc, franchement, allez l'écouter. Et il me disait qu'il allait former un réseau de mandataires sur la ville de Chessy, à côté de Disney. Et que juste, il avait créé un chat GPT spécifique qu'il connaissait hyper bien Chessy. Il lui avait filé le PLU de 235 pages. Il lui avait envoyé pour qu'il le bouffe. Et en fait, du coup, en direct, l'agent IMO, il peut répondre à des questions. Ça, je pense que ça, c'est, tu vois, t'arrives avec un agent IMO, tu lui poses n'importe quelle question, il sort son app, il met la petite question et là, t'as des vraies réponses. C'est smart. C'est exceptionnel. Faut bien être sûr que ChatGPT se réfère à ce PLU-là et qu'il va pas chercher un truc chelou. Il n'avait pas imaginé des trucs toujours avec des guillemets en disant je pense que c'est ça. Mais non, c'est smart. Mais en effet, et je pense que le futur des agences IMO, c'est ça, c'est les services additionnels. Et c'est pour ça que Bonaparte, ça nous a intéressé, parce que dans le luxe, tu peux vraiment faire ça. C'est-à-dire que ton client, moi j'ai vu des trucs de fou, quoi. Il aime pas la piscine, il veut la changer, quoi. Il veut changer, il aime pas la forme. C'est pas, il veut la péter et en faire une nouvelle, tu vois. Donc si c'est l'agent IMO qui permet de mettre en contact avec l'artisan, hop, tu prends une com au passage. Tout ce qui est homestaging, tout ce qui est plan, que ça soit 2D, 3D, tout ce qui est modification, peu importe, avec un réseau d'artisans, etc. Et tous ces services additionnels et toute cette façon de faciliter la vie au client, n'importe quel agent déjà devrait pouvoir le faire et devrait, s'il veut gagner plus, prendre des coms dans tous les sens, en mode porteur d'affaires. Mais surtout et d'autant plus dans le luxe, ton client dans le luxe, il n'a pas le temps. Il veut parler à une personne, il veut pas se faire chier, il va pas faire de prêt, il va payer cash le plus souvent et il n'a pas envie de se taper la tournée des popotes. Donc si toi, en tant qu'agent, tu peux ne serait-ce que apporter 3 devis, tu vois. De faire venir les gens, mais organiser ça toi, parce que tu as encore les clés, parce que c'est sous compromis, tu ouvres, tu fais venir les gens, bam, t'organises des devis, t'envoies à ton client, ça change tout, tu vois, le niveau de service, rien à voir. Surtout dans le luxe. Surtout dans le luxe, où ces personnes-là n'ont pas envie de faire les démarches par elles-mêmes. Ok. Et tu penses qu'un bon agent IMO dans le luxe, il se doit aujourd'hui d'avoir des réseaux, des plateformes hyper fortes sur Insta, sur YouTube. On sait que ça cartonne sur l'agence sur Netflix. Les gars, j'ai vu vraiment des influenceurs qui se sont lancés il y a 6 mois sur de l'IMO de luxe qui ont les 100 000 abonnés. Non, tout à fait. C'est personal branding à l'américaine. C'est vraiment eux qui ont inventé ça avec la tête de l'agent sur la voiture. Tu sais. Il y a des Français qui essayent de le faire dans les villages. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Marrant. Et puis en plus, tu sais, c'est toujours Thérèse Bigne, votre agent, la fourmi Orpi, comme ça. Mais c'est bien parce qu'elle le fait. Et elle fait, pour le coup, elle fait l'extra mile. Mais bref, oui, ça marche. Et je pense que en fait, c'est juste toucher plus de gens. C'est juste ça, quoi. T'as un gros Instagram et tu montes des biens sur la région et t'as un réseau sur la région, tu touches plus de gens, tu fais plus de ventes. C'est aussi simple que ça. Si t'attends en mode démo derrière le bon coin que ton téléphone il sonne, je pense que ça va moins vite. Ok, on suivra cette aventure. Ça va être cool. Franchement, t'as une vraie transition où t'as démarré sur de l'immobilier et du marchand de biens, sur des petites OP. Puis après, t'es monté petit à petit. T'as suivi la création de contenu, elle a suivi tes envies, les trucs que t'aimais. Comment t'expliques un peu ta
ton évolution, le fait que tu élargi tes différents sujets? Parce que en fait, je me mets juste à la place de moi, quoi. C'est-à-dire, je me dis qu'est-ce que je voudrais voir un peu sur Internet. Et aussi, je me mets à la place des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux investir, tu vas pas investir. J'imagine que tu fais pas que de l'immobilier. Tu as bien un petit peu à qui traîne, tu as bien peut-être investi sur les cryptos, et tout le monde fait ça. Donc, pourquoi se limiter à l'immobilier? Alors, au début, j'avais un peu le complexe de me dire oui, mais ma chaîne, c'est de l'immobilier, donc il faut que je reste dans mon truc. Et du jour où je me suis autorisé à parler d'autre chose et à voir que les gens, c'était pareil pour eux, en fait, ils faisaient plusieurs choses et ils étaient d'accord avec ça, ça m'a vachement libéré et maintenant, j'ai plus de limites. Et vu que je le fais moins et qu'en plus, je le fais à un niveau relativement important, que ce soit en perso avec la boîte, où on gère pas mal de fonds, on structure pas mal de choses, j'ai quand même eu, je pense, une légitimité ou en tout cas un niveau de connaissance ou de formation, j'espère, un peu supérieur à la moyenne, et c'est aussi peut-être pour ça que la chaîne marche bien. Donc voilà, quoi. Je me pose pas plus de questions que ça, mais au début, j'avais un peu ce complexe. Je comprends. Je crois que je l'ai un petit peu. Mais pour le moment, je pense qu'il y a un intérêt à rester sur sa niche au début pour bien se faire identifier. C'est plus simple en plus. Et en plus, c'est plus simple, en effet. Il y a des trucs qui te font plus kiffer que d'autres. Tu me dis, là, en ce moment, je suis full crypto. Je suis très crypto en ce moment, forcément. Forcément, ça commence à sentir bon, donc... D'accord. Et en IMO, des stratégies un peu fétiches, tu me disais que tu avais rapidement aimé le marchand de biens. Déjà, est-ce que, je ne sais pas si on va parler de type d'exploitation ou de ville ou de géographie, etc. Maintenant, tu fais beaucoup sur Dubaï. Invest Dubaï, je dis pas de bêtises. Alors Invest Dubaï, c'est la branche qui nous permet de faire investir les gens avec nous. Ok. D'accord. Donc, sur les biens sur lesquels on investit, certains, on organise des levées de fonds, etc. Là, c'est un peu pas trop le bon timing parce qu'on a tellement acheté. C'est-à-dire qu'à partir du Covid, à partir de post-Covid, quand tout le monde a peur, jusqu'à il y a 4 mois, on faisait que acheter, vendre en même temps, mais surtout plus acheter que vendre. Donc là, on a un stock qui est important, qu'on est en train de déstocker, mais c'est des maisons de luxe. On parle de prix entre, pour les moins chers, 6 millions de dollars et les plus chers, 7-8. Non, même plus d'ailleurs, pour les Masterview, ça va être du 10. Donc, pour la villa? Ouais, pour les plus grosses villas. Donc, c'est pas des trucs que tu vends comme ça. J'imagine qu'il faut quelques semaines. Je pense pour vendre tout le portefeuille, voilà, on aura fini, j'espère, d'ici 6 mois, tu vois. Vous avez acheté, construit, vous avez fait quoi? Acheté, rénové. Ok. Donc là, si tu veux, on fait plus de levée de fonds pour l'instant. Donc bon, c'est sur Invest Dubaï, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que dans 6 mois ou pas, il y en aura une? Je sais pas. Et tu nous racontes cette aventure un peu en 2-3 ans? Tu me dis combien t'en as acheté, combien t'as levé, comment t'as fait? Alors, on a trois possibilités d'achat. Notre argent perso, plus groupe, donc entreprise vraiment, et perso. On a la communauté, donc c'est des petits tickets, mais le nombre fait que ça fait des levées de fonds qui sont importantes. Et on a des institutionnels, des gros investisseurs, qui eux posent des dizaines de millions et qui sont vraiment solides. Ok. Ces trois choses ensemble font 160 millions investis aujourd'hui à Dubaï, répartis sur un peu plus de 30 maisons. Et voilà. Et donc le principe, c'est vraiment du luxe. Alors, on a de la chance sur le marché où on fait ça, d'avoir des maisons qui ont 15-20 ans, donc qui sont dans leur jus, mais par contre, une super localisation, une super communauté. Donc nous, on arrive, on pète tout. Je dis on pète tout. La piscine, etc. pour le coup, toiture, la totale. Et des trucs un peu, du coup, si c'est 15-20 ans, c'est chouette parce que c'est déjà un peu dégueu, quoi. Ouais, c'est dégueu. C'est bien dégueu même. Parce qu'en plus, il y a 15-20 ans, il se dit mon père, refaire beaucoup, c'est la même chose. Mais là, on retourne aux grosses œuvres. Il reste rien. Ok. Parfois même, on doit aller aux fondations parce que vu qu'on fait des agrandissements, on doit parfois stabiliser et renforcer. Et voilà, et on refait tout à neuf avec un style qu'ils ne savent pas faire parce que bon, déjà, il y a 15-20 ans, ils étaient tellement nuls en déco. Enfin, disons que c'est pas qu'ils étaient nuls, mais c'est le style arabique uniquement. Maintenant, ils font des trucs un peu mieux, mais ils sont toujours pas top en déco. Parce que vu que c'est très international, il y a un peu tous les courants, que les mecs qui souvent planifient, c'est pas des Européens. Et donc, ils n'ont pas cette sensibilité qu'on a, qui est naturelle pour nous. Et donc, pourtant, la clientèle luxe, elle aime bien cette sensibilité européenne, tu vois. Je veux dire, les Russes, les Anglais, même les Américains, ils veulent du contemporain, ils veulent des trucs stylés à l'européenne. Et donc, on a un peu ce sweet spot où nous, on sait bien faire, et c'est ça qu'on fait. Ouais. Ok. Donc, on a créé un style qu'on appelle Miami Style,
qui est un mix. Alors, il s'appelle Miami Style pour le marketing. Hein. Miami En House. fait, c'est très français. Mais c'est un espèce de mix. C'est-à-dire que c'est très moderne, un peu à l'américaine, les maisons cubiques avec des angles un peu forts. Mais c'est également très européen, avec parfois même une touche de scandinave dans le côté épuré, tu vois. Donc c'est une espèce de mix de style. Mais quand tu vois les photos, voilà, c'est un truc, oui, en effet, qui marche très bien, qui est très à la mode et très épuré. Les auditeurs, ils adorent les chiffres. Est-ce que t'arriverais à me faire globalement une OP combien t'achètes, combien t'investis, combien tu revends à peu près, qu'on se rende compte. C'est peut-être les ratios classiques du marchand de biens, mais... Non, c'est plus parce qu'il n'y a pas d'impôt. D'accord. C'est surtout ça qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent. C'est que la beauté de Dubaï sur le marchand de biens, c'est que... Alors, je sais que les gens vont bondir, ils vont devenir fous. Et j'ai fait exactement la même chose quand on m'a tenu ce discours. C'est-à-dire qu'à Dubaï, il n'y a pas de plus-value, que ce soit résidence principale ou investissement locatif ou opération de marchand de biens ou rien du tout. Donc c'est simple à calculer. Ok. Il n'y a pas de TVA sur les ventes immobilières. Il n'y a pas de taxe d'habitation. Enfin, non, j'ai rien dit. Il y a une espèce de taxe qui ressemble à la taxe d'habitation, mais il n'y a pas de taxe foncière. D'accord. Et voilà, on a fait le tour. Hein. T'as pas besoin d'acheter en société, donc il n'y a pas d'IS puisque de toute façon tu fais les opérations en nom propre. Même si tu les fais en société, il n'y a pas d'impôt. Donc en fait, comment tu calcules? Tu prends ton prix d'achat, tes travaux, tes diverses commissions à la revente parce que tu vas payer une partie des agents IMO, etc. Et puis ça te donne ta plus-value. On a une en tête, un cas un peu cas pratique, quoi. Bah, un peu là, nos cas. Alors, il faut savoir que le marché bouge très vite. Donc, je vais te donner une espèce de moyenne parce qu'il y a des maisons qu'on a achetées. Il faut que je fasse les conversions en plus à chaque fois. Il y a des maisons qu'on a achetées, je sais pas, aux alentours de 2 millions de dollars. Et les mêmes maisons qu'on a achetées 2 ans plus tard, 4. D'accord. Parce que le marché va vite. Et en plus, il y a eu le Covid. Tout le monde a eu peur. Et tout le monde. Et là, c'est le rush. Il y a eu un peu un espèce de double effet sur triple effet. Il y a eu le Covid, tout le monde a eu peur. Après, le marché a remonté de malade. Mais le marché est plus volatile. Donc, ça a fait un bon moins 50, moins 60. Et après, ça a fait un gros x2,5. Ok. Il y a eu la guerre en Ukraine / Russie, où il y a énormément de Russes qui sont venus à Dubaï parce que c'est le seul pays qui les acceptait et qui acceptait leur argent. C'est-à-dire qu'ils étaient bloqués, t'as vu, ils se faisaient saisir leurs trucs, etc. À Dubaï, on leur a dit venez si vous voulez, on s'en fout. C'est pas parce que vous êtes Russes qu'on va vous punir. Donc ils sont venus en masse. Et il y a eu la normalisation des relations avec Israël, parce que c'était la guerre, la tension entre les Émirats et Israël. Et puis à un moment, sorti de nulle part, ils ont dit ça y est, on est copains. Donc ils ont mis les vols, ils ont dit voilà. Et donc il y a beaucoup de Juifs qui sont arrivés aussi avec de l'argent. Et voilà. Et donc le marché a bien bougé. Ça a fait doubler les prix, quoi. Ça a fait plus que depuis post-Covid, donc 2021, les prix ont fait fois 2,5. Ok. Ouais. Mais ils sont même pas encore au plus haut historique qu'a connu Dubaï si on prend en compte l'inflation. Bon, ils sont au plus haut historique, mais corrigés de l'inflation, ils arrivent au plus haut historique. Voilà. Ok. Et une opération type, en gros, grande louche, on achète aujourd'hui, attends, je fais les conversions en direct, je suis désolé, je vais parler en dollars pour les gens, mais on achète, je parle en dollars tout le temps parce qu'on n'est pas pour faire l'américain. C'est que le dollar de Dubaï d'ailleurs, c'est pas du dollar américain. C'est que le dirham, c'est du dirham, mais il est indexé sur le dollar. D'accord. Donc il bouge avec le dollar, donc nous on calcule tout en dollars. Donc on achète aux alentours de, pour une belle maison je parle, aujourd'hui 4,9 millions, et on revend pareil toujours pour une belle maison aux alentours de 8 millions. D'accord. Voilà. Et en coût de travaux, ça dépend vraiment des prestations. Mais j'ai envie de te dire que fourchette, on est entre 1 million et 1,6 million, 1,8 million. Ok. D'accord. Voilà ce que ça donne à peu près. Hyper intéressant. C'est vrai que côté fiscal, ça change la donne. Côté fiscal, ça change la donne. C'est-à-dire ça simplifie les choses aussi. C'est tellement moins chiant. Et il y a un deuxième truc qui est simplifié, c'est l'administratif. En France, je sais pas, un compromis. C'est minimum 2 mois, tu vois. Et minimum, si t'as de la chance. Tu vois. Ouais. Là-bas, je fais une vente en 2 semaines. Si le mec est cash, c'est propre. Même en 1 semaine. J'ai signé le 12 juin mon compromis. J'ai pas encore les clés. Ouais, je sais. Les titres de propriété sont en retard de 2 ans. Enfin voilà, là-bas, tout va vite. Donc ça, c'est bien. Et du coup, c'est même pas que tu fais plus d'argent pour toi, c'est que tu fais peut-être... Enfin, c'est plus malin, je trouve, parce que tu réinvestis beaucoup plus. Tu fais plus de cash, ok, tu dis putain, c'était pas très compliqué de faire du cash.
par rapport à ce que j'ai vécu en France. Donc du coup, tu réinvestis, et tu réinvestis, et tu réinvestis, tu fais grossir cette boule de neige. C'est aussi comme ça qu'on arrive à 160 millions. C'est qu'à chaque fois, on a fait les premières maisons, tu prends 2 ou 3 millions, tu fais, vas-y, on continue, quoi. Tu es sur un marché qui est hyper volatile, tu le dis, ça fait un fois 2,5 en 2-3 ans. Ça peut aussi descendre. Ouais. C'est du gamble. Il y a un moment où tu te dis, ok, j'investis des dizaines de millions à un endroit où... Après, c'est ta conviction sur où est-ce qu'on est dans le cycle. Voilà. Moi, je pense que quand je regarde la proposition de valeur de toutes les villes du monde qui ont les mêmes caractéristiques de Dubaï, c'est-à-dire qui veulent attirer des investisseurs, des entrepreneurs, parce que c'est ça Dubaï, c'est Disneyland de l'investisseur et de l'entrepreneur. Ouais. Il y a 90% d'expats. Donc leur but à eux, avoué, c'est attirer des gens. Et leur question, c'est comment on attire des gens. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'impôt. C'est aussi pour ça qu'ils travaillent sur les infrastructures, etc. Donc quand je regarde cette offre, dans le monde, je vois pas beaucoup de villes. Tu vois, je vois Singapour, mais c'est pas le même délire. Ouais. Je vois Dubaï. Et après, j'ai des pays peut-être qui me passent par la tête, comme certains pays d'Europe de l'Est ou Malte, etc., mais qui n'ont rien à voir. On se fait chier, il se passe rien. Donc un peu ce mix, ce sweet spot d'avoir un bel équilibre, je vois que Dubaï. Donc je crois à la ville. Et où on est dans le cycle, je pense qu'on est bien. Après, il y a aussi autre chose, c'est que quand tu fais du marchand, t'es exposé au marché moins longtemps. Nous, on va déboucler une opération, même une grosse maison, on se met toujours 1 an, nous, en tête, mais souvent, on déboucle plus vite. On va être en 8 mois. Voilà. D'accord. Et on se met, nous, notre fourchette, c'est 8 mois, 18 mois. Et en vrai, souvent, on déboucle en 12, 14 mois. Voilà, c'est notre moyenne. Donc, oui, t'es exposé sur un marché potentiellement volatile, mais t'es exposé aussi pas très longtemps. Tu fais pas un investissement sur 20 ans. Après, c'est toujours pareil dans l'immobilier, il faut bien acheter, quoi. Ouais. Si tu as bien acheté au moment où c'était pas encore trop cher et que tu as suivi la hausse de marché, tu es aussi protégé. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle sur ma maison personnelle, j'ai acheté une maison aussi de la même façon, les mêmes au même endroit. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, le marché peut perdre 50%, je suis toujours en gain. Donc, ça me ferait chier, hein. Mais tu as quand même une vraie sécurisation. De se dire, ok, si le marché drop de 50%, je perds toujours pas d'argent. Ouais. Parce que tu es déjà beaucoup monté ou parce que tu as très bien acheté ? Parce que j'ai très bien acheté et j'ai rénové, donc apporté de la valeur. Enfin, j'ai pas encore rénové, mais quand j'aurai terminé, j'ai apporté de la valeur. C'est ça la grosse différence avec la bourse. On parlait de gamble un peu et de marché volatile. Ouais. C'est quand tu peux avoir... Et moi, c'est pour ça que j'aime l'immobilier. Hein, c'est que j'ai le sentiment d'avoir voilà, quand j'achète une action Nike, c'est pas parce que je vais m'acheter 2 paires par jour que ça va faire bouger l'action. Mais tu vois, c'est un peu la même philosophie. Parce que si tu avais acheté ton action Nike il y a 20 ans et que tu étais à 300 ou 400% de gain, en vrai, si elle perd 20%, ça fait chier, mais bon. Ouais, mais j'ai pas d'impact. Tu vois, ce côté rénovation, j'ai pas d'impact sur l'action Nike. Alors que là, en IMO, t'achètes, tu peux avoir un impact. Si tu as des convictions sur le marché, mais tu as aussi des convictions sur toi et sur ta manière d'aller repositionner c'est plus toi qui gères ton destin, j'ai envie de dire. Du coup, un petit peu plus de risque aussi si tu fais des grosses conneries. Oui, clairement. Il y en a qui ont perdu sur des marchés comme ça. Tu peux perdre plus que ta mise de départ si tu fais du levier. C'est toujours le même principe, en fait. On dit, souvent, les gens disent ils sont conscients, il ne faut pas faire de levier en bourse ou en crypto, etc. C'est pas extrêmement vrai, mais en tout cas, si on le fait, il faut le faire correctement. Mais d'un côté, ils disent l'immobilier, c'est super safe, alors que dans l'immobilier, il y a du levier. Ouais. À partir du moment où il y a un prêt bancaire. Souvent conséquent et souvent extrêmement conséquent. Donc, si c'est bien fait, c'est génial, on gagne de l'argent. Mais par contre, si c'est mal fait, on perd plus vite. Ouais. Donc, il y a aussi du risque dans l'immobilier. Si on focus un peu sur un marché que connaît un peu mieux mon audience, à savoir la France, peut-être l'Europe, c'est quoi tu parlais justement de où est-ce qu'on en est dans le cycle, etc. On en est où dans le cycle, tu penses ? En France ? Ouais. Je pense que les gens le voient beaucoup plus noir que c'est. Je pense que maintenant, tout de suite maintenant, sauf changement des conditions macro, mais on joue à Madame Irma. Et c'est exactement, c'est le moment boule de cristal. Donc je pense que tout de suite maintenant, on a atteint le top des taux, il ne devrait plus monter. En tout cas aux États-Unis, peut-être ça va être lagging en Europe, peut-être encore 1 ou 2 hausses de taux, mais je ne pense pas. Et ce qui devrait se passer, théoriquement, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, et c'est ce qu'on peut analyser, c'est qu'on devrait se stabiliser et rebaisser. Donc ça a un effet qui est intéressant sur l'immobilier. C'est un effet qui est intéressant aussi sur les vendeurs, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un espèce d'assèchement de la liquidité. Tout le monde est attentiste sur le marché de l'immobilier, parce que tout le monde non, mais Madame Michu, elle dit moi je vends pas parce que les prix baissent et elle n'a pas besoin de vendre. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'utilisateurs finaux, c'est leur résidence, donc ils ne sont pas obligés de vendre.
Et on a peut-être Jean-Kévin ou Nostradamus de l'IMO qui dit « Mais ça va baisser, vous allez voir, ça va se cracher, ça va faire 30%. » Donc, il y a un peu cette contraction. Et moi, je pense qu'on a un sweet spot. Je pense que les prix, en effet, ont quand même bien corrigé, notamment à Paris. Je crois que c'est moins 10, pas à Paris, on est sur un truc comme ça, moins 10, moins 12. Ouais, c'est Suivant ça. les quartiers, c'est toujours pareil, c'est très... Exactement. Et ben, je pense que c'est un bon moment. Et je pense qu'on va pas aller beaucoup plus bas. Je pense que cette correction, si les taux se stabilisent et baissent, les gens vont un petit peu se détendre, les vendeurs vont un petit peu se détendre, les acheteurs vont comprendre que si finalement c'est pas l'Armageddon, le neuf va peut-être un petit peu se réveiller. Et je pense qu'on est très 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 loin et qu'on ne verra pas l'Armageddon qu'on nous a prédit, et que si les prix remontaient à partir de maintenant, ça me choquerait pas. Ok. Ouais. Et tu donnes quoi comme conseil à quelqu'un qui écoute le podcast depuis 3 ans et qui n'est pas passé à l'action encore parce qu'il se dit ok, j'ai vu que les taux monter, j'ai l'impression que c'est plus le... c'est le mec, l'éternel mec qui attend le bon moment. Exactement. Et ben malheureusement, c'est débile. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Enfin, oui, vas-y. Il faut... Comment on achète, nous ? Qu'est-ce qu'on fait dans l'immobilier ? On fait des bonnes affaires, ok ? Donc, il faut déjà se mettre dans la tête que, oui, si tu fais de l'immobilier en démo et que tu regardes Le Bon Coin toute la journée et que tu regardes ta banque, les taux, et que tu rentres ton calculateur et tu bouges jamais ton cul de chez toi et tu vas jamais visiter et tu te rends jamais compte qu'en effet, y a des vendeurs qui sont négociables et des vendeurs qui sont pressés, ou il y a des biens qu'on peut améliorer. On prenait l'exemple de la cave tout à l'heure, et on peut aller chercher finalement un upside important sur le bien. Si tu prends pas conscience de ça, que tu restes en démo, tu comprends pas qu'on cherche que des bonnes affaires. Et on peut faire des putains de bonnes affaires. Mais il faut les chercher, il faut les trouver. Donc première chose, quand on est investisseur immobilier et qu'on veut faire les choses bien, on doit accepter que les biens qu'on cherche, nous, c'est 0,1, 0,5% du marché. C'est pas en démo, Le Bon Coin, etc. Donc à partir du moment où on ne fait que des bonnes affaires et où on ne s'autorise à acheter qu'une bonne affaire, ça nous enlève le problème du marché qui peut bouger, baisser, etc. Parce que si tu as acheté sous le marché, si tu as acheté correctement, ou si tu as amélioré le bien et que du coup il vaut plus cher, tu te protèges, tu te mets un bouclier autour de cette potentielle baisse de prix. Quelqu'un qui a acheté à Paris il y a 5 ans et qui a fait un peu des travaux, je sais pas il y a combien de temps tu as acheté, tu vois, mais tu as ajouté cette cave et du coup les mètres carrés que tu as acheté 3 000 aujourd'hui ils valent 10 000, tu es protégé. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le marché baisse de 10%. Ton bon achat, ta bonne affaire te protège, première chose. Ensuite, deuxième chose. Ah mais les taux ils montent, du coup je paye plus cher, du coup je peux emprunter moins. Ouais ok, mais du coup qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le fait que les taux montent te coûte, de ne pas le faire te coûte plus cher que de le faire, pour deux raisons. Parce que intérêt composé, parce que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain, parce que ce que tu gagnes pas, ce que tu amortis pas, ce que tu mets pas de côté, ce que tu places pas ailleurs, ce que tu diversifies pas, ne te rapporte pas. Et on connaît tous les intérêts composés, on connaît tous cette courbe-là, qui est longue à mettre en place, donc il faut commencer le plus vite possible. Et deuxième chose, putain, un prêt, ça se renégocie, bordel de merde. Moi, sur ma maison, je suis à 6,70, je crois, actuellement, avec un taux variable. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais que ça va baisser, je sais que mon taux va varier, et je sais que même si que ça baisse pas ou pas assez vite, ou même pour encore plus améliorer, je vais juste aller voir une autre banque et dire salut. Ça vous dit un prêt de quasiment 2 millions à récupérer, un bon client avec des comptes qui sont propres, qu'est-ce que vous en dites ? Et voilà, c'est évident que je vais renégocier. Et il est de plus en plus simple de renégocier avec le temps au fur et à mesure que tu es une belle carotte pour la banque en question. Donc, faites de l'immobilier, partez du principe que c'est pas compliqué. Quelle solution on a ? On attend la retraite et on n'en aura pas, et on attend toujours le bon moment où on y va. À partir du moment où on y va correctement, avec les bonnes règles du jeu et en comprenant qu'on est en train de tout simplement jouer avec des maths et un fichier Excel, et qu'il faut juste faire les choses pour que ça rentre propre dans les critères, avec des protections au bon endroit, comme j'ai expliqué, et avec la possibilité de faire évoluer cette chose dans le temps. Si on accepte ça, c'est bon. Mais si on reste attentiste, il va rien se passer. Et cette même personne, et j'en ai plein dans la communauté, je les connais par cœur. C'est pas le bon moment. Ah oui, mais là, ça va baisser, tu vas voir, de 4%, et puis les taux, en même temps, ils vont faire ça, et du coup, et tu passes jamais à l'action et tu fais rien. Je pense qu'il vaut mieux être un peu fou et un peu YOLO, et puis y aller. Chercher à faire une bonne affaire, et au pire, qu'est-ce qui va se passer, tu vois ? C'est-à-dire que je me rends compte dans 2 ans que c'est pas pour moi, que les taux baissent pas, que j'arrive pas à renégocier, que je suis un peu... je revends, tu vois. Et au pire, il s'est passé quoi ? Si j'ai à peu près bien acheté, que j'ai pas fait n'importe quoi, je suis soit en gain, soit en perte. Allez, allons-y, j'ai pas été bon, je suis en perte, mais je perds combien, tu vois ? Sur un appart, même ici à Paris ou n'importe où, dans n'importe quelle ville de France,
Mais je perds quoi? Je perds 10%, 20%, tu vois, ma vie, elle est pas finie. Donc, je comprends pas ces gens. Faut y aller. À un moment, se sortir les doigts du cul, comme je dis, mon expression préférée. Il faut y aller, quoi. Tout simplement. Non, mais c'est ça, et sortir de chez soi, t'as raison, parce que sur ton ordinateur, tu vas pas faire une affaire. Ah, l'immobilier en démo, ça marche pas. Hein. Et surtout, les gens comprennent pas quand ils sont débutants, mais je pense pas que ça soit ton audience, mais tu sais que je trouve rien de rentable, ils mettent tout dans leur calculateur, mais c'est normal, le marché, il est pricé à une rentabilité de 4, 5, 6%, ça dépend. Donc, forcément, tu trouves rien de rentable, parce que c'est les prix que l'agent IMO, il a fait le calcul inverse, c'est un produit en croix, carrément. Ouais. Donc oui, c'est pas rentable. Bien sûr que ça l'est pas. Il faut travailler ce prix-là. Ouais, hyper intéressant de cette vision de... Il est pricé comme ça, donc il faut sortir, négocier. C'est quoi les étapes? On repart sur un truc un peu débutant. Donc, tu sors de chez toi, tu sélectionnes ta zone. Ouais. Comment tu sélectionnes ta zone? Ça dépend. C'est-à-dire que le plus simple, c'est proche de chez toi, parce que forcément, ça te permet de faire plus de volume, mais parfois, c'est pas possible. Donc, tu fais une étude, tout simplement, une étude de marché. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis toujours. C'est ce qu'on a fait sur Dubaï récemment. C'est ce que je faisais en France. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui tire, quoi? Là, il y a une fac, à côté une école, c'est cool. Là, c'est un peu la zone dans ce quartier, où celui-là, il monte, où celui-là, tiens, il y a un grand plan de la ville pour mettre un hôpital. Et donc, c'est juste du bon sens, en fait. On n'invente pas... Là, il y a et le métro, et la gare TGV à côté, et peut-être... voilà. Et souvent, on réalise en plus que les prix, ils se mettent à niveau vraiment au moment où le projet il sort. Ouais. Alors, il y a déjà un peu d'anticipation. Sur un métro, il y a un peu d'anticipation, mais du jour au lendemain, quand le métro il est activé, ça prend 10 ou 20%. C'est parce qu'il faut se mettre à la place de l'acheteur. Moi, je fais tout le temps ça, là, l'exercice du client unique, de se dire, OK, si j'achetais pour moi, qu'est-ce que je veux? Je veux le métro, j'en ai rien à foutre, que ça soit un projet de métro, je veux qu'il soit là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se poser la question de dire, OK, si j'avais des enfants, OK, elle est où l'école? Tiens, si j'ai besoin d'aller à la pharmacie, elle est où la pharmacie? Et c'est juste ça, en fait. Ce travail de se mettre à la place des gens, et c'est que du bon sens. Et quand je visite un appart, je sais pas, là, c'est un duplex, tu vois, est-ce que c'est plus malin d'avoir la cuisine à l'entrée, ou est-ce que c'est plus malin de l'avoir au sous-sol, et inversement avec la chambre, le salon? Et c'est que ça, c'est que du bon sens en premier. Et faire ce travail, c'est important. Et le travail de négociation, il faut aussi comprendre que tous les biens ne sont pas négociables. On a besoin de négociation, nous, justement, pour travailler sur ce pricing qui n'est pas bon. On a besoin soit de négociation, soit d'amélioration du bien, et si possible les deux. Comme ça nous compense ce pricing qui n'est pas bon. Mais il faut comprendre aussi que le côté négociation, tous les biens ne sont pas négociables. Il y a des vendeurs qui ne sont pas négociables. Zéro, ou pas beaucoup. Tout vendeur sait son prix minimum dans sa tête. Peut-être qu'il est capable de un peu transiger, mais pas tous. Par contre, il y a des vendeurs qui sont très négociables, parce qu'ils sont distress, parce que, je sais pas, il y a eu un décès, un divorce, ce que tu veux, qui fait que ils ont besoin de vendre. Et c'est eux qu'il faut trouver. Et eux, c'est pas beaucoup. C'est encore une fois 0,5, 1% des vendeurs peut-être, qui vont être pressés, qui vont être bien négociables, ou qui connaissent pas assez bien leurs biens parce qu'ils en ont hérité, etc. Il y a aussi un côté chance, il y a aussi un côté volume. Donc en fait, pour trouver ça, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut y aller, il faut visiter beaucoup, il faut faire beaucoup de réseaux, parce que ces biens-là, ils existent, mais ils sont montrés par les agents notamment, à leurs réseaux proches, forcément, aux gens qui les font travailler. Donc forcément, si tu veux qu'on te montre ces biens et qu'on t'en parle, et que tu les chopes avant qu'ils passent en pub, etc., il faut travailler ton réseau. Donc il faut être copain avec les agents. Donc pour être copain avec les agents, faut leur montrer que tu es sérieux, il faut qu'ils t'aient vu plus d'une fois, il faut boire des cafés, etc. C'est pour ça qu'en démo, ça ne fonctionne pas. Tout seul, devant son ordi, ça ne fonctionne pas. Après, il y a des trucs très simples. Les gens se disent « Ah ouais, mais moi, ça me saoule. Hein. » Et j'ai fait une série de 3 vidéos pour prouver que c'est très simple sur YouTube, que j'ai appelé Défi Immobilier, qui remonte maintenant peut-être à 1 an et demi, 2 ans, où j'ai pris les coachs avec qui je travaille, et on nous a catapultés dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc on a fait Lille, Le Mans et Toulouse. Et en 1 semaine, on devait acheter un bien. Sans connaître personne, sans aucun réseau. Et vous aviez chacun une ville? Non. Il y avait 3 vidéos. Et on était à chaque fois 4 coachs dans la ville. Et on avait 3 jours pour la plus courte et 5 jours pour la plus longue pour acheter un bien. Ok, trop chouette. Mais un truc bien, tu vois. Ouais, je suis d'ailleurs assez déçu, les gens qui nous écoutent, d'aller regarder ce concept parce qu'il n'a pas marché. Enfin, si, il a marché. Hein. Il y a plus de 100 000 vues, etc. Mais il n'a pas assez marché par rapport à la galère que ça a été de le tourner et de le réaliser. Donc, je suis un peu déçu. Et d'un côté, je voudrais qu'il marche mieux parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Mais bref.
Et tu sais ce qu'on a fait? Donc on a fait des opérations de marchand pour le coup, parce que c'est quand même plus simple de le faire rapidement sans vraiment connaître le secteur, etc. On a fait quelque chose de très simple. On s'est divisé, on est allé dans, je sais pas, 20, 30, 40 agents IMO à l'improviste, en mode ding ding, bonjour, ça va? Est-ce que vous avez des biens à vendre? Bah, on est marchand, on est sérieux, on fait ci, on fait ça. Et juste sur la chance d'arriver à intercepter en arrivant au bon moment. Et à chaque fois, dans chaque ville, on a eu « Ah bah ouais, tiens, j'ai rentré ça, je l'ai pas encore mis en pub, on est là, on est sympa, ah, on peut aller visiter maintenant? Ah bah ouais, on y va, bam ». Et à chaque fois, on a eu du off-market, juste en rentrant et en disant « Bonjour ». En 3 jours, en 4 jours, en 5 jours. Et c'est ça, les gens peuvent le voir, c'est sur YouTube. Et on n'a pas du tout inventé la roue, c'est juste une question aussi de fréquence, de statistiques, de chance, tout simplement. Et vous avez fini par les acheter pour de vrai? On en a acheté 2, ouais. 2? Le 3e, on a fait une offre à la fin de la vidéo qui a été refusée. Donc le 3e de Lille, on l'a pas acheté, mais les 2 autres, Le Mans et Toulouse, on a acheté, on a rendu depuis. Trop marrant. Ouais. Est-ce que tu nous ferais l'année de nous raconter ton meilleur et ton pire invest? Ah ouais. Ou un que t'as adoré et un que t'as détesté. Peut-être que c'est pas forcément juste le plus et le moins rentable, tu vois. Mais moi, il me faut 2 histoires. Ouais, je réfléchis. Une histoire horrible qui finit hyper mal. Ah, une histoire qui finit mal. J'ai pas trouvé d'histoire qui finisse mal. Si, je pense mon histoire, enfin, elle finit pas mal, mais elle est horrible. Ok. C'est en effet à l'époque où je faisais les travaux moi-même. Et j'étais avec mon associé de l'époque, on faisait et du marchand et du locatif. Et on a acheté 2 immeubles qui se faisaient face comme ça, avec un espèce de jardin central. C'était vendu par le même propriétaire, avec l'idée de faire des appartes. Mais il y avait tout à redécouper. C'est-à-dire que l'immeuble sur rue, en gros, il y avait, je crois de mémoire, 4 appartes, plus un local commercial loué par une association. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une espèce de bar, mais avec en bas du stockage une ancienne papeterie. Donc plein de merde, des rouleaux, des machins, du papier cadeau. Ils faisaient du papier cadeau. J'ai récupéré du papier cadeau pour toute ma vie. J'en ai offert à tous mes potes. Il y avait, mais je te parle en tonnes, on a viré, je crois, 3 bennes de les grosses, là, les 30 mètres, c'est 15 ou 30 les grosses. Enfin, les plus grosses, là, on a viré 3. Ouais. Vraiment du bordel de fou, ça va être 30 mètres cubes. Et en haut, c'était dans son jus, vraiment de la merde. Et je sais pas, le tout, ça devait faire 500 mètres carrés, je pense, de mémoire. Et moi, j'ai fait les travaux tout seul dans toute cette merde. C'est-à-dire qu'il a fallu vider. Donc tout seul, j'ai embauché. J'ai pris des mecs au black avec moi. Ouais. Mais forcément, t'as ce que tu mérites, hein, donc c'est compliqué. Fallait les motiver, quoi. Ouais, il fallait les motiver, il fallait changer. Il y en a qui étaient pas bons, il y avait un peu des potes au milieu, etc. Donc c'est compliqué parce que vite, ça se transforme en bois à l'apéro au lieu de on fait du chantier. Ouais. Et donc en gros, j'ai rénové côté appartement, je crois 8 ou 9 appartements. Rénovation quand même un peu lourde, c'est-à-dire décoller papier peint, repeindre et donc reboucher, préparer les murs, les sols. D'un côté, il y avait du parquet qu'il fallait poncer, relasurer, machin. Il n'y avait pas trop de plomberie et délègue, mais un tout petit peu. En bas, les 2 plateaux, il n'y avait rien. Donc il fallait tout faire. Et ça passait par la démolition. Mais ça, j'avais commencé. Après, j'ai dit non, ça, on fera en phase 2. Et de l'autre côté, pareil. Donc en gros, je sais plus combien il y avait d'appart, je crois 18 de mémoire, que des petites surfaces, des studios, des terrains, enfin insupportable. C'était à quel moment de ta vie? C'était relativement au début et j'y ai passé 2 mois. Et je me rappelle très bien qu'en fait, on a acheté avant l'été, on a commencé la réno, etc. Je me rappelle plus exactement du timing. Ce que je me rappelle très bien, c'est qu'il fallait que ça soit fini en septembre pour l'arrivée des étudiants. C'était que des petites surfaces, etc. Et donc j'ai pris quasiment aucune vacances. Enfin, j'ai d'ailleurs pris aucune vacances l'été, plus je travaillais le reste du temps parce que t'as pas 6 mois de vacances, tu vois. Et donc j'y allais soir, week-end, nuit, et j'ai fait un burn-out. C'est pas compliqué. Un matin, je voulais me lever, je pouvais pas. J'ai essayé. Je suis resté, j'ai raté le chantier, tu vois. Je suis resté dormir. Ouais. Parce que je me levais, je sais pas, à 5h, j'étais là-bas à 6h, 6h30, je rentrais à 22h, quoi. On était sur ce niveau de débilité. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on avait mal sizé tout simplement les coûts et que il fallait tirer partout, donc il fallait que je fasse un max, qu'on pouvait pas prendre des gens, parce qu'on avait mal sizé le temps, parce qu'en plus, sinon c'est pas marrant, on avait un peu une vision du truc un peu
résidence étudiante, donc il y avait un peu de coloc en bas, en haut il y avait des studios, puis au milieu, bah vas-y, on met des machines c'est des distributeurs automatiques, et puis après il faut leur mettre le wifi, bah c'est plus compliqué que ce que tu penses, parce que C'était un co-living, quoi. ouais c'est ça, parce qu'il faut tirer un câble entre les deux buildings là, enfin entre les deux bâtiments, donc j'ai fait la tranchée, je me rappelle d'avoir fait cette putain de tranchée à la pioche, tu vois, on en est là quoi, j'ai des photos sur mon téléphone, donc voilà, donc ça c'était mon truc le plus horrible, qui s'avérait être rentable d'ailleurs, donc c'était bien, et après on l'a revendu, etc. Et Exploité puis vendu. ouais, très vite vendu en fait. Ok. Bon, c'est toujours pareil en fait, connerie, tu vois, on aurait mieux fait de packager, vendre directement. Tu vends louer ou à ce moment-là ou... On a vendu louer pour la partie que j'avais terminée, et le plateau du bas là, que j'avais juste débarrassé mais pas fait, Ouais. c'est les acheteurs qu'on fait. D'accord. Et après mon meilleur, je sais pas. Franchement, ce qu'on fait en ce moment, j'adore. Parce que c'est du luxe, ça me correspond, c'est à Dubaï, c'est un peu fancy, c'est rigolo, faut toujours, c'est challengeant parce que il faut toujours aller chercher un peu mieux. Parce que tu es en concurrence avec du luxe. Et dans le luxe, bah, les gens, ils savent faire, quoi. Donc, faut aller chercher un peu l'extra miles, de dire, OK, là, on va éclairer comme ça le jardin, ça va être stylé, ou là, faut mettre une sculpture, bah, t'as pas le choix parce que tu vas pas mettre une sculpture cheap, donc faut mettre une sculpture chère. Et du coup, c'est challengeant, enfin voilà. Donc ça, j'aime bien. Et j'aime d'autant plus que c'est pas moi qui gère en direct, parce que maintenant, on a des équipes avec voilà, design déco, 3D, directeur général, etc. Et on a lancé une boîte de rénovation maintenant à Dubaï, parce qu'on aime bien toujours verticaliser ce qu'on fait. Donc on faisait tellement de travaux pour nous, et on subcontractait tellement avec des boîtes extérieures, on leur a donné tellement d'argent qu'on leur a dit au bout d'un moment, il faut qu'on le fasse nous, quoi. Donc maintenant, on a une boîte de contracting où on fait nos propres maisons, et on fait aussi, on commence à prendre des clients extérieurs. J'aime beaucoup cette vision d'aller créer plein de nouvelles boîtes, nouveaux métiers qui se servent les uns aux autres. Ouais, carrément. J'ai eu Clément Alteresco sur un autre épisode que je vous conseille sur du coworking. Il a 42 coworking à Paris. Et lui, il est allé vraiment au max du truc. Il fait même ses meubles. Tu vois, il a une usine, il fait ses meubles, quoi. Et du coup, il vend ses meubles à d'autres bureaux, etc. Bah ouais, c'est super smart, la verticalisation. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, il est en train de développer c'est Morning, le groupe. Ouais. Il est en train de développer un morning food où du coup, la bouffe va y avoir, ça va être les siens. Ça fait du sens. Et c'est hyper... Après, ça part en hôtel, normalement. Ouais, c'est possible. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ouais. Et il dit, mais pourquoi je vais revendre alors que là, j'ai une plateforme où je peux créer tout ce dont j'ai envie. Bah ouais. Il y a mis le truc. J'organise 800 événements à l'année dans mes trucs. Donc, j'ai de l'événementiel. J'ai une boîte de travaux où je fais des travaux aussi pour d'autres boîtes. Je fais mes meubles. Maintenant, je vais faire ma bouffe. C'est tellement smart. Et c'est trop bien. Et en plus, tu as le savoir-faire. Tu vois, c'est ce qu'on a vu, nous, sur les travaux. À force de faire tellement de maisons, bah, on sait là où c'est cher, là où c'est moins cher, là où il y a de la marge, là où ça pêche, là où ça prend du retard. Donc forcément, quand tu montes après ta boîte, tu as gagné un temps fou. Parce que toute cette connaissance, formation du début, bah, tu l'as gagné, quoi. Ton switch vers le luxe, il faut forcément avoir bien réussi avant sur des biens un peu moins luxe, où tu peux te dire, moi j'ai envie de me lancer dans l'immobilier de luxe. Alors je sais que ça demande une mise de départ qui est c'est une question importante, je pense, surtout. Après, je pense que, et d'ailleurs j'ai des connaissances de gens qui ont commencé directement dans du top quartier, notamment dans le sud, parce que dans le sud, c'est cher. Donc quand tu fais du marchand dans le sud, bah, t'es vite sur des biens qui sont chers. T'as beaucoup de luxe aussi, donc il faut vite te positionner. C'est possible, c'est qu'une question de fond. Forcément, c'est plus cher. Ouais. Et c'est une question de fond, d'autant plus que, vu que t'es dans le luxe, t'as aussi c'est difficile peut-être à palper pour les gens qui connaissent pas du tout ce marché, mais t'as cette espèce de concurrence un peu qui a la plus grosse. Et faut être capable de dégainer rapide. Les gens peuvent te faire confiance assez vite si tu te présentes bien, mais par contre, ils peuvent aussi très vite penser que bah, t'es cariolo, t'as vu de la lumière, t'as pas l'argent, et donc on bosse pas avec toi. Donc faut arriver à avoir du répondant, donc ça demande d'avoir un peu plus de capacité, ou alors de s'associer, c'est toujours pareil, hein. Mais en tout cas d'être un peu plus en place, un peu plus sérieux. Mais après c'est une sensibilité. Est-ce que nous-mêmes on est consommateurs et amateurs de luxe, et donc on a un peu les codes, ou pas du tout, tu vois. Ouais. C'est un peu dur si tu es étudiant de faire du luxe parce que t'as peut-être pas trop les codes dans ta vie, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais je pense que niveau expérience, ce sera un peu plus de travail, mais c'est possible. Ok, c'est vrai que c'est plus facile de vendre des produits dans lesquels tu te vois, toi. Et puis tu as l'habitude. Quand j'ai commencé la coloc, bah, j'avais l'âge de vivre dans des colocs. Exactement. Et du coup, c'était pratique, quoi. Ouais. Le truc, je l'avais pensé pour moi, quoi.
Donc, tu n'as pas à aller chercher très loin. Tu as moins d'études de marché peut-être clairement. à réaliser. Quoi. Ah, mais et en vrai, ça, c'est vraiment le plus simple. Hein. De ne pas chercher midi à 14h. Moi aussi, j'ai fait des colocs. D'ailleurs, quand tu as l'habitude et tu as cet âge-là, ben voilà, c'est pas... Ok, ça serait cool d'avoir un cinéma et un sauna. Ouais, vas-y, on va un sauna. Ah, ça serait cool d'avoir un distributeur de boissons, un baby-foot. Après, tu vois, tu les as, les codes. Parce que limite, tu as envie de vivre dedans, quoi. J'ai fait une petite bourde la dernière fois sur mon podcast où j'ai dit aux gens, si vous voulez des conseils pour choisir votre formation IMO, envoyez-moi un message. Ouais. Et en ce moment, je lance un crowdfunding mardi pour acheter un château. Ok. C'est le plus gros rush de ma life là, les 2 dernières semaines. Et il s'avère que du coup, je leur ai pas répondu. Je leur ai juste laissé un message. Laissez-moi 3-4 semaines. Toi, tu es un acteur majeur de la formation IMO. Du coup, tu es hyper biaisé. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, comment tu fais pour choisir qui a besoin d'une formation payante à 200 balles, 2000 balles, 5000 balles, qui a finalement tout simplement plutôt intérêt à aller regarder tout ce qui est gratuit sur Internet. Tu vois, toi, tu as fait des milliers d'heures de contenu en gratuit. Je suis convaincu personnellement que ça peut suffire à investir et se lancer. Je suis aussi convaincu qu'une formation, ça peut aider des gens à se lancer. C'est quoi un peu ta position là-dessus ? Ok. Alors juste, je vais faire une parenthèse pour tous les gens qui aiment toujours cracher sur la formation. Ouais. La formation, aujourd'hui, c'est 10 à 15% de nos chiffres d'affaires annuels. Juste parenthèse. D'accord. Bien. C'est bien de savoir. Alors, en effet, je suis d'accord avec toi. On peut tout à fait se lancer complètement à l'arrache sans formation et apprendre sur le tas. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait. Il y a des ressources gratuites qui sont très bien. C'est aussi beaucoup ce que j'ai fait. Que ce soit livres, vidéos, YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses sur ma chaîne. L'avantage de la formation pour moi, les 2 grands avantages de la formation, c'est que les choses sont structurées. Premier avantage, c'est-à-dire que t'as pas à aller chercher des indices où je lis un livre sur la location meublée, je me fais des notes et puis après je lis un autre truc et je me fais des notes et puis j'essaie de voir comment ça marche ensemble. Ah mais je comprends pas, la holding du coup elle est où, je dois aller voir un fiscaliste, il m'explique. Ok, et tu vois, et je suis un peu en train de découvrir. C'est comme dans un jeu vidéo où t'as pas encore la carte, tu marches, ploup, ça se met autour de toi, et à chaque fois tu découvres, et pour avoir la full carte, putain c'est long. L'avantage des formations, je connais pas les autres, mais en tout cas, comment sont structurées les miennes, c'est que tu as un espèce de cursus où on te met toute la carte à disposition. Du tout début jusqu'à la fin, les holdings, la fiscalité, comment investir, comment négocier, comment visiter, quoi regarder, comment faire des travaux, etc. Donc ce côté structuration, beaucoup de gens en ont besoin. Et ça va, pour moi, c'est un gain de temps et une structure où tu as toute la carte dès le début et tu as le côté aussi mise à jour parce qu'on met à jour nos contenus. Et le deuxième grand avantage, pareil, je parle pour moi parce que je ne connais pas les autres, c'est le suivi. Nous, on fait du coaching. Je te parlais tout à l'heure qu'on a 5 coachs, notamment dans notre meilleur programme IMO. On fait du suivi. Donc. Il y a un groupe privé. Les gens ont une réponse en moins de 24 heures contractuellement. Quand ils posent une question, tiens, voilà mon devis. Est-ce que c'est trop cher à votre avis ? La mairie, elle m'a dit ça. L'urbanisme m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Mon comptable ou mon notaire, qui disent très souvent des conneries, putain, m'ont dit ça et ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est vrai ou pas, etc. Et donc, on accompagne les gens. Et donc, un peu ce double avantage fait que on a beaucoup de gens qui vont plus vite que la moyenne, je pense. Parce que quand on t'enlève le fait de trouver ta carte toi-même et qu'on te fait gagner un peu de temps là-dessus et qu'en plus on t'accompagne, t'as un peu moins peur aussi. Et tu fais aussi un peu moins de conneries. T'es peut-être aussi plus finançable parce que faire un dossier de prêt, ça s'apprend. Et parler à un banquier, ça s'apprend. Moi, je dis que j'apprends à parler le banquier. J'apprends aux gens à parler le banquier, c'est une langue à part. Et voilà, c'est juste un gain de temps. Mais oui, c'est tout à fait possible d'être en mode gratuit. Moi, quand je fais un truc, personnellement en tout cas, quand je fais un truc je réfléchis toujours en risque-rendement. C'est-à-dire que l'immobilier, tu me dis, je vais acheter des biens à 100 000, 200 000, je vais viser un patrimoine à 1 million, 2 millions, peu importe l'objectif des gens et leur vie. Je me dis à quel moment je vais pas me former chez moi ou ailleurs, j'en ai rien à taper, hein, ou une formation professionnelle ou peu importe. Pour 500 balles ou 1000 balles ou 2000 balles, tu vois, c'est complètement débile. Tu vois. Notre programme marchand de biens, il est cher aujourd'hui, il est à un peu plus de 10 000 euros. Mais je veux dire, quand tu fais du marchand de biens, il y a tellement de trucs casse-gueule et tu vas tellement chercher des chiffres importants que c'est quoi 10 000 balles
déjà même pas hors taxe, où tu vas récupérer la TVA sur ta boîte, où tu vas le passer sur ta boîte et tu vas payer moins d'IS, etc., etc. Tu vois, enfin, pour moi, c'est de l'économie de bout de chandelle. Donc, voilà comment je réfléchis. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Et oui, il est tout à fait possible d'avoir tout gratuit dans la vie. Hein. Mais comme il est possible d'avoir les cours de la Sorbonne gratuitement, de faire une prépa gratuitement, etc. C'est juste que tu es dans un environnement qui n'est pas le même. Ok. Toi, tu te formes. Il y a des trucs que tu as payé récemment en coaching ou en formation sur des sujets. Ouais. Le truc, voilà, un très bon exemple. Moi, je fais beaucoup d'investissements sur les marchés financiers. Je gère pas mal de fonds, et au niveau de la boîte, et personnellement. Je me suis fait mentorer il y a peut-être maintenant 2 ans ou 1 an et demi par un très gros professionnel, parce que j'aime bien aller chercher vraiment des gens qui sont un peu références. Donc un mec qui gérait plus de 100 millions professionnellement dans une grande banque d'affaires dont je tairai le nom, qui est maintenant retraité, ou ils appellent ça semi-retraité, eux. C'est-à-dire que voilà, il investit son argent, ses bonus, et il travaille plus. Et donc je me suis fait mentorer par ce mec-là. Ça m'a coûté un peu plus de 40 000 $ pour 12 semaines. Mais je veux dire, j'ai accès à un des plus grands cerveaux de la finance mondiale, qui me suit, qui me corrige et qui me fait monter en compétences. Donc ça les vaut largement. Et en plus, si je mets ça en face de mon risque, que ce soit mes portefeuilles personnels ou au niveau de la boîte, et la montée en compétences que j'ai, et par rapport à cette fameuse courbe dont on passait à parler un petit peu plus tôt, etc., mon risque rendement, il est juste magique en fait. C'est-à-dire que oui, 40 000, c'est cher, ça fait mal au cul, mais c'est complètement amorti 58 fois, quoi. Donc voilà, moi je réfléchis comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ok. Tu peux t'avoir plusieurs fois de cette exponentielle, et à un moment, l'exponentielle, à un moment, tu arrives dans un creux et tu décolles. Ouais. Toi, en tout cas sur les réseaux, sur le volume d'activité que tu fais en marchant, etc., a priori, tu l'as déjà pris la phase montante. C'est bien. Mais c'est quoi du coup la suite, quoi? Tu vois quoi? Alors, t'as vu l'exponentielle, comment elle fait quand elle monte? Après, elle est verticale. Voilà. Et voilà. C'est continuer sur cette verticale. Ok. Non, mais moi, j'ai des objectifs un peu stupides, tu sais, de garçon qui veut toujours plus. T'as quel âge? Putain. J'ai pas le droit de demander. Si, tu peux. J'ai 37 ans et demi, bientôt 38. Ok. Ah, ils donnent encore les demi. Ouais. Ils sont revenus, les demi. Les demi sont revenus. Tu les dis quand t'as 8 ans. Quand c'est à 7 ans, 8 ans, et après 35, ils reviennent. J'ai 38 ans dans quelques jours. Ok. Et donc, la verticale, c'est quoi? Là, vraiment, en termes de patrimoine, mon objectif, c'est 100 millions. Ok. Voilà. Okay. Et tant que vraiment je suis pas à 100 millions de patrimoine, je m'arrête pas. Je reste en mode dur. Là, je suis quand même dans le dur, tu vois. Je sais pas si tu vois, j'ai l'air fatigué, etc. Je suis encore dans le dur aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est dur, tu vois. Je suis pas le cliché du gars qui a une vie parfaite sur Insta, qui travaille pas, c'est bon, mes salariés ils font. Non, on est dans le dur encore, tu vois. Et je pense que je suis capable de rester dans ce dur jusqu'à cet objectif. Parce que je sais pas pourquoi je me le suis mis, peut-être parce que c'est l'objectif enfin non, d'ailleurs c'est bien avant que plus rien t'arrive. C'est plus vers 10 que plus rien t'arrive. Mais je sais pas, c'est l'objectif où plus rien n'est impossible. L'avion, etc. Fini. Ok. Voilà. Et c'est juste un gros chiffre, ça m'excite. Quand t'arriveras à 100. Ouais, je dirais le milliard, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais c'est pas grave. Pourquoi tu vises pas le milliard tout de suite? Non, en vrai, je le vise un petit peu, mais c'est un peu trop présomptueux. D'accord. Non, mais voilà, mais c'est des grands chiffres, des grands objectifs. Mais en vrai, comment je regarde mon quotidien, c'est plus quelle boîte va aller où et à quelle vitesse on va faire grossir telle ou telle activité. Le reste, c'est juste une résultante. Je sais que les gens adorent qu'on parle d'argent. C'est un jeu? Ouais, c'est un jeu. Oui, clairement, c'est un jeu. Ouais. C'est le jeu du. L'argent, c'est Bernard Tapie qui disait ça. C'est pas moi, j'ai rien inventé, mais l'argent, c'est le jeu c'est la réussite. C'est comment on compte les points de l'entrepreneur, quoi. C'est le jeu vidéo de l'entrepreneur. C'est le résultat. Ok. T'arrives à allier et t'arrives à prendre du temps pour toi, à kiffer, etc. à côté de toutes ces activités et tu trouves tout ton kiff dans le business et en fait c'est ça. Non. Mais il y a quelques temps, j'étais vraiment le mec, tu sais, qui prend pas de vacances, qui bosse comme un chien, etc. Là, ça fait peut-être, je dirais 2-3 ans que je me suis, ça y est, je suis guéri. Donc je trouve du kiff ailleurs, je prends des week-ends, etc., etc. Je sais m'arrêter des fois. Et non, je trouve pas que du kiff dans le business. Mais c'est rigolo, c'est un peu un truc de sadomaso le business, parce que je trouve autant de douleur que de kiff, tu vois. Ouais.
sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup de douleur quand même dans Cette semaine de crowdfunding, je t'avoue que ouais, c'est des soirées à 4h du mat. C'est un vrai marathon qu'on court à la vitesse du sprint. Pour 1000 raisons, tout s'est concentré à ce moment-là. On a fait une levée de fonds, puis le crowdfunding qui se lance mardi prochain. C'est quoi cette histoire de château là? Je sais que c'est ton podcast, mais c'est moi qui pose le question. Ouais, écoute, on a signé Moi, ça fait 2 ans que je cherche avec un associé, Martin, un lieu pour faire du séminaire du mariage à maxi 1h30 de Paris. Et on a fait des tonnes de visites, on s'est amusé comme des gosses sur des domaines avec notre bâton pour aller voir des ruines qui étaient... Et en fait, les ruines, on a vu que c'était ingérable. Okay, et là, on a trouvé dans la Sarthe, vers Le Mans, on a trouvé un château qui est plutôt en bon état, où ça demande un petit boost de rénovation, plus pour monter en gamme et faire des chouettes événements là-bas. Donc, tu vas faire du bootcamp, on va faire du séminaire, on va faire du mariage le week-end. Donc on doit t'appeler le duc de la Sarthe Non, bah écoute, le Cauchâtelin. On est des Cauchâtelins. T'achètes un château, quoi, c'est fou. Et du coup, bah, on a fait une première levée en financement. On a une première levée en augmentation de capital. Donc on a fait rentrer des gens. On a une deuxième en crowdfunding. Et on a la troisième qui va être bancaire si on veut passer à la phase supérieure du projet. Ok. Donc voilà. Et ça me prend... Justement, ça me fait autant de mal que de bien, comme je te disais. Ah ouais, c'est terrible. Et puis en plus, quand tu vas rentrer dans la rénovation, en plus, c'est bâtiments de France et tout, là. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. On a une partie oui, une partie non. Voilà. Kiffer. Je peux changer une tuile? Ah ouais, 4 mois de délai, on vous donne la réponse. Ouais, et puis c'est pire que ça, c'est que... Oui, on te donne 4 mois de délai, mais après, il faut trouver la tuile. Ah oui. Non, mais ça ne se vend plus, ça. Il faut attendre qu'elle tombe d'un autre toit. Et on a rencontré des châtelains, du coup, dans toute cette aventure... On s'est retrouvés dans des endroits fabuleux. On a rencontré des personnages extraordinaires. Incroyable. Ah. Des gens qui achètent des ruines, justement, qui coûtent rien, pour récupérer les tuiles. Pour leur château. Oh, c'est fou. C'est là, t'aimes te faire du mal. Hein. Là, tu vas vraiment te faire du mal. Mais pour le coup, on est sur un château c'est un château médiéval, tu vois, c'est plutôt du brut. Il y a des douves et tout. Non, on n'a pas les douves, on a les meurtrières, tu vois. Et ce qui fait que c'est pas le château le Louis XVI où t'as des petites dorures de partout, etc. On est plutôt sur une ambiance, nous, un peu nature. C'est mieux, là, s'il y a une invasion zombie, fin du monde. Là, on sera bon. On a une cave de 200 mètres carrés avec des souterrains qui mènent au château et tout. Ça a l'air pas mal. Ouais, par contre, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Je pense que, honnêtement, mon associé, il gère une trentaine de projets de réno par mois. Okay. Donc il a la connaissance du truc. On kiffe bien. Il y a une partie qui est déjà en bon état. Donc on va commencer par exploiter cette partie-là. Et après, ça va être un projet à 1000 tiroirs. Il y a un moulin. On a une rivière sur le domaine. Donc tu as un moulin. Tu peux retaper le moulin. On a une rivière sur le domaine. Et nous allons chasser à coups. Des deux côtés. C'est important parce que souvent, tu sais, la rivière, elle délimite un terrain. Ouais. Et nous, on a les deux côtés. Du coup, tu as le droit de ton pont, ton truc. Voilà. Donc, c'est assez marrant. Yann, il se dit c'est n'importe quoi. Non, en fait, je vois très bien le délire et il me plaît énormément. Mais je vois aussi tout le reste. Je me dis, oh là là. Et il y a projet cabane au bord de la rivière aussi. Où là, c'est le projet peut-être plus... et il y a combien de terrains sur le domaine? Il y a 12 hectares. 12 hectares. Voilà, il y a de quoi faire. Ouais, on va faire même en maison nulle et tout. Tu peux partir en couille. Tu peux faire des trucs chouettes. Un Airbnb, les étoiles. Exactement. C'est le but, c'est la phase 2. Ah ouais, je vois la rentabilisation directe. Non, normalement, le projet, il va prendre de la valeur et il n'y a pas de raison. Et en plus, on s'entend hyper bien avec la région. Tu fais ça en Normandie, ils en ont déjà marre. Ils ont tout le monde qui a acheté là, notamment des Parisiens. Ils commencent à développer une petite haine contre ça. Parisien, ouais. Et là, on s'est fait hyper bien accueillir dans la Sarthe. Parce qu'en fait, c'est hyper bien connecté RER. TGV, pardon, pas RER encore. Mais ils n'ont pas tant de projets que ça. Et du coup, on a l'office du tourisme qui fait les visites avec nous, qui est là et tout. Donc, c'est chouette. C'est bien, ouais. On a complètement dévié du sujet principal. J'ai pris le contrôle discrètement. On n'est pas dans le business en bagnole. Là. On a déjà fait à deux. T'as déjà fait à deux dans la bagnole ou pas? Non. Non. Ouais, il faudrait que je le fasse, ouais. Mais je devais avoir Booba dans Business en bagnole à un moment. Ok. Parce que j'avais fait une vidéo crypto, je parlais de lui. Et il m'avait reposté, il m'avait republié. Et j'en avais profité pour lui envoyer un message. Je lui ai dit, vas-y, on fait un business en bagnole et tout. Il me dit, ouais, vas-y, pas de problème. Il m'a filé son WhatsApp. Et on était en train d'organiser le bordel. Et son numéro de téléphone
a fuité sur Internet, parce que c'est toujours la guerre entre les rappeurs. Ouais. Là. Donc il y a un autre gars qui a... Et donc il a changé de numéro, et donc j'ai plus son WhatsApp. Et depuis, il m'a ghosté, on n'a jamais fait notre business en bagnole. Booba, je sais que t'écoutes, ça fait un bail. Ouais, alors, je sais que t'écoutes. Alors s'il te plaît, on fait un business en bagnole. C'était l'histoire. Mais non, sinon c'était la seule fois où ça aurait pu. C'est qui, toi, qui a des grandes ambitions financières? C'est qui tes inspirations, les personnes qui t'inspirent? Tu sais qu'on me pose toujours cette question en podcast que j'aime pas trop, parce que j'ai pas trop d'inspiration de mecs connus, à part, c'est toujours le même, Bernard Tapie, que j'ai toujours trouvé tellement fou qu'il en est génial, dans la folie, dans la grande gueule, dans la peur de rien. Donc voilà, ouais, Bernard Tapie, je trouvais sa vie intéressante. Je trouvais que la série lui rendait pas trop de justice sur le côté business. Ouais. Mais il y a très bons documentaires, ces gens qui nous écoutent sur Bernard Tapie, où il y a plus de détails justement sur tout le côté business, folie, arnaque. C'est même pas des arnaques dans sa tête, c'est juste tous les moyens sont bons, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi j'aimais bien le personnage. C'est un peu le mec qui m'inspire. Après, j'aime bien, pour rester sur les Français, des mecs comme Bernard Arnault, etc., pour le côté empire construit, génie du M&A, de l'acquisition, et de faire grossir le truc toujours plus, quoi. Ok. Bah écoute, hyper intéressant. Sur cette prochaine année là, 2024, si on reste hyper short, c'est quoi tes moves Bernard Tapie un peu? Les moves Bernard Tapie 2024. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ventures. Ouais. Il y a des trucs... Bon, là, on rentre dans les trucs dont je peux pas parler, mais il y a des trucs qui ont un peu rien à voir avec ce qu'on fait et qui sont rigolos. Il y a... en 2024, on va rentrer pas mal de trésors, théoriquement, avec la vente des... Enfin, pas théoriquement, d'ailleurs. Avec la vente du portefeuille en cours. Et donc, on aimerait, je pense, en fin d'année, si on est assez rapide, ou sinon ce sera 2025, faire une vraie grosse M&A. Donc, pas juste la petite venture, entre guillemets, à quelques millions, on va dire, dans le range indice, tu vois, mais faire la grosse M&A et racheter vraiment une grosse boîte pour amener le groupe ailleurs sur plusieurs dizaines de millions avec un levier bancaire en mode LBO, etc. La vraie M&A à l'ancienne, où tu vas payer beaucoup plus cher. Ça va être pas une bonne affaire pour le coup, mais par contre, tout de suite, tu consolides du chiffre d'affaires, tu consolides de l'EBITDA, tu consolides ton groupe. Donc on a bien envie, on est en recherche de la grosse M&A à venir. Voilà. Il y a tout un mouvement un peu, je trouve, en tout cas en France, de solopreneurs, tu vois, on n'est plus à vouloir lancer des boîtes avec 500 employés, mais on aime bien faire 80% de marge, bosser avec 2-3 freelances, etc. Toi, ça te fait kiffer de dire que tu vas gérer des plus grosses équipes, etc. Mais c'est déjà le cas, en fait. On est 60, on était 100 il y a quelques temps. Tu vois, ça va, ça vient. On a revendu une activité, donc on est un peu descendu. Mais... C'était la partie assurance? Ouais. Vous avez vendu Centaure? Centaure, ouais. Et on avait beaucoup de conseillers téléphoniques, donc l'effectif a baissé. Okay. Puis on a profité pour aussi un petit peu lignifier les choses. Donc on est une 60aine aujourd'hui. Mais en fait, on est déjà là, tu vois. On est déjà... c'est déjà un bordel, on est déjà en train... Ouais, j'imagine très bien. Pourquoi ne pas... J'en ai 2 et c'est déjà compliqué. Voilà, donc maintenant au point où on en est... Et de toute façon, si tu veux faire un gros truc, et si tu vises par exemple de dire, voilà, la boîte elle finira en bourse, etc., t'es obligé, quoi, t'as pas le choix. Donc je comprends un peu le côté solopreneur, 80% de marge, je me fais mon petit salaire tous les mois, ça, je me mets bien, je voyage. C'est plus ma vie, c'est pas ma vie, tu vois. Donc j'ai tellement switché que ça sert à rien. Enfin, je regarde même pas. Ouais. Donc maintenant, là où on est nous, c'est quoi le next step? C'est ça. C'est d'aller grossir M&A, etc. De 60 à 600, quoi. Ouais, peut-être. peut-être. Ça va être d'autres. On verra, ouais, putain, ça va être fou, mais... Tu penses que tu seras toujours la bonne personne pour gérer? Si on passe de 60 à 600? Non, et puis j'espère que je le serai pas. Hein. J'espère vraiment, mais déjà, je le serai pas, c'est sûr. Et puis 2, même si des gens pensent que je le suis, non, j'espère que je le suis pas. Parce qu'il y a un problème. Ouais. Non, moi je suis là pour faire ma partie, c'est déjà le cas aujourd'hui. On est tous là pour faire notre partie. Déjà, on est 5 associés, chacun fait sa partie, on n'est pas en train de se chevaucher. Et puis c'est la même avec les salariés, c'est la même avec toutes les équipes, peu importe. Et heureusement, putain, que quand la boîte va grossir, il y aura des CIO, des chefs de branche, des tout ce que tu veux, qui seront bien plus intelligents que moi. Pas de problème. Tu vois, c'est plus ça. Tu vois, t'as le côté solopreneur qui fait
un peu sa vie tout seul. Ouais. Et puis, pour moi, de l'autre extrême, c'est un peu, voilà, la boîte t'a dépassé. Elle est devenue plus grosse que toi. Il y a des gens plus intelligents que toi qui gèrent les choses de haut niveau avec toutes les équipes, etc. Et toi, tu es un peu en mode business owner. Tu es toujours là, tu es au board, tu as des décisions, tu as une majorité de parts, etc. Mais putain, les gens qui travaillent sont meilleurs que toi, quoi. Et voilà, c'est un peu le grand écart, mais moi, c'est plus ce que je vise. Ouais, je vois. Ouais. Et sur la partie création de contenu que tu fais depuis le ça, début... malheureusement, je serais obligé de continuer d'être toujours voir ma tête sur YouTube. Parce que tu kiffes? Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Ok. Et ça va... Si on devait s'imaginer un concept, tu vois, là, tu me parlais du concept où vous étiez parachuté dans la vie et tout. Ouais. Moi, j'aime trop ça. J'avoue que j'ai un petit... Moi, j'ai un petit objectif un jour de me dire que j'aurais, tu vois, un chouette concept autour de l'IMO ou de l'invest, etc. et qui puisse prendre un peu d'ampleur. Mais ton château, là, faut le documenter. Le château, il y a des trucs de fou à faire. Documenter, ça sur YouTube, faut que tu montes tout. C'est un peu ça. Et en plus, je sais qu'il y a des grosses commus sur des pages de réno. Tu peux aller à plusieurs centaines de milliers de followers. Il y a une page qui s'appelle How to Renovate a Château. Couple franco-anglais. Je sais pas si j'ai pas déjà vu passer ça. Je crois 600 000 followers. Ils ont arrêté de le louer d'ailleurs. Ils font que du YouTube maintenant. Ouais. Et c'est phénoménal, quoi. Ils vendent des bougies. À 140 €. Bah oui. Et une formation pour faire ses propres papiers peints. Eh ben oui, mais c'est l'économie de l'attention. Moi, je vais pas les critiquer. Les gens suivent, ils aiment ça. Tant mieux, quoi. Donc, c'est quoi un peu si demain tu devais avoir un concept et tout était permis, tu vois, t'avais budget illimité pour faire un concept YouTube ou Netflix, tu ferais quoi? Bah, je pense que, en fait, j'étais en pourparlers à un moment avec des espèces de réals, etc. Ouais. Pour la télé ou pour Netflix. Je pense que si j'arrivais à rentrer dans un truc, dans un format, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, avec les maisons, etc., Ouais. ça serait fou, les gens, ils hallucineraient. Mais c'est juste que c'est tellement de travail déjà de le faire qu'on ne peut pas organiser, de romancer ça, tu vois, nous-mêmes. Il faudrait une équipe, ils connaissent leur boulot, quoi. Mais un peu comme l'agence fait avec Netflix, tu vois. Bon, c'est très, très scripté, l'agence, hein, mais voilà. Et ça serait déjà fou, en fait. Après, si tu me dis t'as budget illimité, ça part en couille, bah, je te rajoute un jet privé et puis on va dans chaque pays, on fait le même concept, tu vois. On doit faire des biens. Ouais. Mais c'est déjà fou ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens se rendent pas compte, mais... Donc, des énormes flips de belles baraques, quoi. Ouais, tours, des belles baraques, ouais. Plus j'apprends à connaître et je fais les choses dans le marché du luxe, et plus je l'aime. Parce que, enfin, on connaît tous les mecs qui font visiter... T'as dû voir sur TikTok ou Instagram passer les penthouses à New York, la maman billionnaire rose, là. Ouais. Une tour qui est super fine, super haute, là, avec des penthouses à 130 millions, etc. J'adore ça, je trouve ça trop stylé. Ça sert à rien, hein, mais je sais pas, je trouve ça méga stylé. Je trouve ça inspirant. T'es au-dessus. Moi, quand j'habitais dans le Burj Khalifa, juste pour ça. Parce que t'es au-dessus, t'es en haut, tu vois, le matin, tu te lèves, t'as l'impression d'être dans un hélicoptère. T'es au-dessus des nuages, tu fais, waouh, putain, il s'est passé un truc dans ma vie quand même. Allez, faut que j'y aille, quoi. Ok, je pense que tout le monde sait où te suivre, YouTube, Insta, YouTube etc. principalement, et tout se passe après, ouais. Si tu devais recommander une ou deux vidéos, des trucs... Allez voir mes défis immobiliers. Ouais. Putain, vous allez voir, ils sont marrants en plus. Tu vois, mais ça, tu vois, voilà, c'est pour ça que le concept, je sais de quoi je parle, parce que ce concept-là, on l'a pensé comme un divertissement. On s'est dit, les gens, l'immobilier, ça les fait chier, on va pas leur faire vivre, machin. Donc on l'a pensé comme un divertissement. Donc il y a des caméras cachées, il y a des gages, il y a des fois on se fout de la gueule des agents IMO ou de la nôtre. Des fois on se fait reconnaître, etc. Donc c'est vraiment un divertissement. Je l'ai montré il y a très peu de temps à quelqu'un qui s'en fout de l'investissement. Il me dit c'est rigolo, ça se regarde bien, tu vois. Et on l'a créé comme ça, mais ça a été un travail de malade. J'imagine. Et du coup, le fait que ça ait pas... Moi, je voulais que ça fasse 5 millions de vues, tu vois. Mais non, c'est pas le cas. Mais allez le voir, si vous aimez l'immobilier, vous aimerez. Et si on n'aime pas, pareil, finalement. Ouais, mais il n'y a pas de gens qui n'aiment pas l'immobilier qui écoutent Non, ce je pense podcast. clairement. Et tu vas être un peu sadomaso sur des épisodes d'une heure et demie. Ouais. Ok, trop cool. Bah, c'était hyper chouette comme épisode, Yann. Ouais, c'était cool. Merci. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous allez sur la chaîne de Yann. Merci encore une fois d'écouter chaque semaine. Allez sur YouTube, il sera diffusé aussi.
Promis, j'essaie de faire un peu mieux en qualité. Maintenant, j'ai 2 caméras, j'ai un spot. Et je vous montre le super spot, il est là. Et donc voilà, il y a tout. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Prochaine. En ce moment, il y a des gros invités. Je vous promets qu'à un moment, on repasse sur des invités qui nous expliquent leur petite OP, etc. Et qu'on redescend sur Terre, parce que là, on est dans la verticale. Mais c'est bien de voir les deux. Moi, j'adorais ça. On est dans la verticale, là. C'est bien de voir les deux. Ouais. Parce que tu te dis, ça s'arrête jamais. C'est le but. C'est le but. Et du coup, les invités, ils sont infinis. Ah bah tiens, dernière question. Qui c'est que je devrais avoir sur ce podcast et que tu vois, dans l'IMO ouais, t'as une personne dans l'IMO où tu te dis, putain, mais il faut absolument que je l'aie. Tu pourrais avoir un mec comme... Tu veux un gros invité de malade. Bon, autant, j'en profite vu que j'étais au micro. Bah, si t'arrives à avoir Niel, c'est beau, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait à Station F. C'est Station F. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a 2 qui Ouais, sont non, c'est ça. Je crois qu'il a jamais fait un podcast. Genre aucun podcast. Mais il répond à ses emails. Mais il répond à ses emails. Il répond à ses emails. Ouais. Parce que moi, je l'avais contacté pour un événement physique. Il m'avait répondu, etc. Ok. Mais non, je pense qu'il va refuser. Mais bref, ce qu'il a fait à Station F, c'est fou parce que c'est un projet immobilier, en fait. C'est même pas... Complètement. Et il a acheté autour tous les immeubles pour loger les gens, etc. C'est un truc de malade qu'il a fait. Bah, si vous avez des idées pour attirer l'attention de Xavier Niel, parce que je lui ai envoyé un email, mais il faut un moment dans l'email qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et moi, j'avais tenté l'humour, mais ça n'avait pas marché. D'accord. Ouais, je vais tenter pas du tout l'humour, alors je vais... Ouais, tente pas l'humour. Je vais le menacer. Ouais, dis-lui, tu viens ou t'es mort. Alors, on va trouver, parfois il y a des momentum un peu sur les invités. C'est vraiment la chance aussi. Tu trouves le moment où tu arrives à lui apporter un truc. Ouais, puis c'est vraiment purement la chance. Aussi, ouais. Tu vois, là, je suis là parce que je suis à Paris, parce que j'en avais d'autres, et puis je me suis dit, bah, autant tout mettre en même temps, puis j'ai un tournage, etc. Ouais. C'est purement la chance. Et ça tombe bien. Mais ça tombe bien. Ouais. En plus, tu m'avais proposé un lapin. T'as bien fait de pas me le rappeler parce que je serais jamais venu. Je me suis demandé si tu t'en souvenais. Non, je ne me souvenais pas. C'était un lapin de 10 minutes. Mais tu crois que t'as un calendrier très timé parce que... Surtout à l'époque, je faisais vraiment très peu parce que c'est le business était vraiment fou. Ouais. Enfin, il est toujours fou, mais voilà, le temps était encore pire. Et je refusais tout. Ouais. Et là, maintenant, j'en fais un peu plus. Non, mais là, t'es passé d'une audience de 6 000 à 60 000, vu que du coup, à l'époque, j'avais personne à l'époque. Ah, je suis malin. Ça aurait dû attendre encore 1 an ou 2. Il y a un follow-up. Ça monte à 100, là, mais je reviens. Écoute, on le souhaite pour l'année prochaine. Vite à 100 parce que c'est toujours pareil, c'est exponentiel. Ouais, alors j'ai l'impression de bloquer sur les plateformes de podcast pour le coup. Peut-être justement aller chercher un peu d'audience sur YouTube. YouTube, ouais. Bon, merci Yann, on s'arrête là. Merci. À plus. Ciao.